À un peu plus d'une centaine de kilomètres de Nouméa, à vol d'oiseau, Lifou est la plus grande des 4 îles Loyauté, mais hasard de l'histoire, elle englobe aussi Tiga, la plus petite. Lifou est plus vaste que Tahiti ou la Martinique. C'est un atoll corallien dont l'ancien lagon intérieur est devenu une grande plaine cultivable. C'est l'île la plus peuplée de l'archipel avec quelques 10 000 habitants, mais aussi plus de 7 000 natifs de Lifou qui vivent à l'extérieur. Si Lifou semble plus animée que ses voisines, c'est parce qu'elle est le chef-lieu de la province. L'administration a créé de nombreux emplois, mais la majorité des habitants de Lifou continuent de vivre de l'agriculture vivrière et de la pêche. Pour autant, cet embryon de développement n'a pas effacé les traditions kanaks, encore bien ancrées. Lifou est divisée en 3 districts coutumiers, régis par 3 grands chefs. L'île s'est ouverte avant ses voisines au tourisme. C'est d'ailleurs la plus connue des Loyautés. Une eau turquoise, de magnifiques baies ourlées de plages de sable blanc et les tribus fleuries parsemées de cases traditionnelles sont bien évidemment des atouts incontestables. Bonsoir, et puis il y a un autre atout qui fait la réputation de Lifou, même si c'est complètement incroyable de le trouver dans cette région. Un hôte un peu exceptionnel dont on sait d'ailleurs peu de choses. Ce dont on est sûr, c'est qu'il s'appelle Hector et qu'il vit dans la tribu de Mou depuis près de 10 ans. Pour le choper, ça peut être dû être simple, hein. Quand vous l'avez vu sur la plage, là. Non. Ah. Oui, non, ça a été. Ok, eh ben, il reste plus qu'à aller le voir. Il est dans l'eau, là? Pas de problème. Hector! Et voilà le bébé! Bonjour, Hector! C'est lui en personne. Bah, il est bien paisible, hein, le petit pépère. Il bouge de temps en temps? Et de fait, à force de n'avoir pour seul horizon que son bac à douche, Hector a perdu de sa vivacité. Mais ce sont bien ses traces sur la plage de Mou qui avaient donné l'alerte. Parce qu'en voyant les traces, vous vous êtes dit c'est peut-être un crocodile, quoi. C'est peut-être un ou un gros lézard. Quoi. Ou un gros lézard. Mais quelque chose de gros. Voilà. C'est pas habituel, quoi. Voilà. Et puis le 14 avril 1993, Hector est capturé. À l'époque, il ne mesure que 1,30 m et pèse quelques 6 kg. En 2 ans, il prend 8 cm. Depuis, on en est réduit à des estimations. Comme tous ces animaux à sang-froid, la croissance s'adapte en fonction de son milieu, ce qui fait que bon, bah là, il a un petit environnement, il n'est pas dans son milieu naturel. Sûrement qu'il sera dans le milieu extérieur, il sera plus grand, ça c'est sûr. En effet, si Hector appartient bien à la famille des Doprosus, il pourrait atteindre 8 mètres. Ludovic, vous sortez toujours pas? Bah, si John ramène le poisson vers moi, je vais sortir. Pour l'instant, je crois que c'est le poisson qui intéresse plus. La baguette. Je crois qu'il l'a eu. Aujourd'hui c'est fête, en l'honneur de la caméra, Hector s'alimente. Mais comme tous les animaux à sang froid, il ne mange que tous les 2 mois. La prochaine fois, le vétérinaire en profitera pour le vermifuger, car désormais, c'est promis, Ludovic va s'occuper d'Hector. Ça fera peut-être avancer les divers projets, car depuis 1993, ce n'est pas ce qui a manqué. Construction d'un bassin, hébergement au parc forestier ou à l'aquarium de Nouméa. Mais 9 ans plus tard, Hector n'a toujours pas quitté son bac à douche. Pourtant, il serait tellement mieux de l'autre côté de la route, sous la cocotteraie. Allez, maintenant accrochez-vous, on n'en a pas fini avec les animaux. Et pour certains, ceux que nous allons voir sont beaucoup plus impressionnants que le petit Hector. Ils sont en tout cas endémiques à Lifou et sont même les totems de la tribu de Kédaigne, dans le sud de l'île. Ouré est un python appelé boa à Lifou. Il est inoffensif et affectionne les amas de calcaire, que ce soit en bord de mer ou sur le plateau, mais on ne le trouve qu'aux Loyautés. C'est ici, sur les hauteurs de Kédaigne, que des enfants l'ont attrapé. À la tribu de Kédaigne, dont c'est le totem, le serpent fait partie du quotidien. Souffrant des articulations, Okoou Kédaigne ne peut plus escalader les rochers pour aller chercher des serpents, mais c'est lui dans la tribu qui les connaît le mieux. Très jeune, j'ai été habitué à voir des serpents et surtout à voir les vieux revenir de la chasse avec des serpents. C'est comme ça que j'ai hérité des vieux, la manière de les attraper et de les faire cuire. Jadis, le serpent faisait partie de l'alimentation des vieux. Et aujourd'hui, on tente de faire découvrir ce plat aux jeunes. Jadis, en effet, le serpent constituait la seule source de protéines. Désormais, on lui préfère le poulet ou le bœuf, mais le serpent est toujours préparé en bougna dans les grandes occasions.
Oko n'a jamais eu peur des serpents. Il en attrapait 2 ou 3 à chaque partie de chasse. Il a un flair pour les serpents. Il prétend savoir d'instinct où les débusquer. Ouais, il y avait... Oui, une seule fois j'ai attrapé un très gros serpent. Il avait un diamètre comme celui des poteaux de cette case. Et je crois qu'il mesurait plus de 3 mètres. Il a peur de sa queue. Pour l'heure, Ouré ne fait qu'1,50 m. C'est sans doute ce qui permet à Simane de le garder chez lui. Et comme un animal domestique, le reptile évolue en toute liberté dans la maison. Et vous allez le garder dans la maison? Oui, on va le garder. On va le garder dans la maison. Mais c'est pas son habitat? C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, moi je voulais déjà le lâcher dans la nature parce que j'avais quand même, je voulais quand même qu'il ait sa liberté. Mais c'est par rapport à mes enfants, comme ils aiment bien le voir ici. Mais à plusieurs reprises, il est sorti de la maison, il est allé dans la nature, il s'est absenté déjà une fois, puis il est revenu. À 2 reprises, il a fait ça. Donc il est sorti de la maison, il est revenu ensuite pour mettre au monde ses petits. Les petits ont aujourd'hui 3 semaines. Et on le constate, ils sont encore très maladroits. Il y en avait 21, Simane en a relâché une quinzaine à Kédaigne. Les autres iront au parc forestier pour ne plus être admirés que des seuls habitants de Lifou. Si Lifou est la 2e commune du territoire en superficie, elle augmente encore son périmètre si on y ajoute Tiga. Tiga, c'est la plus petite des îles Loyauté, la plus isolée aussi, on la distingue là-bas tout au fond. À peine 200 personnes y vivent en permanence et elle dépend donc de Lifou, notamment en ce qui concerne les services administratifs qui, bien sûr, sont obligés de se déplacer jusque là-bas. Entre Marais et Lifou, Tiga, la plus petite des Loyautés. Pour s'y rendre, 2 vols seulement par semaine, et encore, quand l'avion n'est pas en maintenance. Le vendredi, le Dornier fait d'abord escale à Lifou, l'occasion d'embarquer 1 fois par mois, médecins, dentistes, vétérinaires et un employé de la Poste. Pour le fret, 2 bateaux desservent la petite île quand la météo le permet. L'avion, c'est aussi l'assurance d'avoir du pain frais et autres denrées périssables, introuvables à Tiga. Ce vendredi, alors que médecins et dentistes vont consulter au dispensaire, c'est bien le représentant de la Poste qui va devenir le centre d'intérêt des habitants. Normal, il arrive les poches pleines, il vient payer les mandats, car il n'y a évidemment pas de banque à Tiga. 18, 19. Une fois par mois donc, Tiga connaît une animation exceptionnelle. L'espace de 2 heures. Car dès que le postier a réglé tous ses comptes, dès que les habitants ont récupéré leur paquet à l'aérodrome, chacun rentre chez soi et les 4 véhicules de l'île se font eux aussi discrets. 12h30 au centre de la tribu. Les enfants sont à l'école, les adultes chez eux. À Tiga, pas de snack, pas de gîte, mais les éventuels visiteurs d'un jour seront toujours les bienvenus dans l'une ou l'autre des familles. Tiga la petite vit un peu hors du temps, mais apparemment on s'y fait très bien. Moi, je suis une femme de Lifou, je me suis mariée ici. Première fois, c'était un peu difficile ou quoi, comme j'ai vécu dans une grande... Mais là, je vous ai dit, ça fait 12 ans, là, c'est bon. Et alors, quels sont les bons côtés à Tiga, alors? Ben voilà, on est cool ici, on n'a pas besoin de... À Lifou, tout ça, ben, on va aller tout le temps... pour les problèmes de sous, tout ça, on va tout le temps à la barre pour tirer des sous. Mais ici, on n'a pas le choix. Mais sinon, le vrai problème, enfin, le problème, c'est surtout pour nos courriers, tout ça, là, pour la CAFA, tout ça. On est habitué, ça fait que pour nous, notre vie ici, je pense qu'on est plus... on vit mieux ici qu'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on râle, mais... Il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus rien dans les magasins. Il fallait se débrouiller quoi, pour chercher à manger. Pas pour nous, mais pour les enfants. D'autant qu'à Tiga, où les distractions sont rares, les enfants, peut-être ici plus qu'ailleurs, sont au centre de toutes les attentions. L'école compte 30 élèves en maternelle et primaire. Au-delà, commence l'exil, en principe au collège de Lifou, en pratique plutôt à Nouméa. Isolement plus exil sont en tout cas plutôt facteurs de réussite, à en juger par le nombre de personnalités natives de la petite île. C'est qui les personnes connues à Tiga?
Wallace Kotra, les journalistes, les grands journalistes, c'est des grands journalistes. Et puis qui d'autre? Il est mort. Et puis qui encore? Il y a le fils à Maman Nana, là, Olivier, qui habite là-bas. Puis Guy. Ici, c'est une petite fille, c'est la sœur. Elle n'est pas connue, elle. Elle n'est pas connue, elle. Il y avait un monsieur qui était très connu et qui est mort, qui était préfet. Ah oui, il y aurait que l'aîné, là. Et puis il y a un ici qui... Charles. Il a dit que Okéo qui a fait l'école. Il y a un monsieur qui était le patron d'un syndicat, là, l'USTKE. Vous connaissez? C'est Monsieur... Oui. Le monsieur Tiga, Louis Cotra. Oui. Uregay. C'est pareil que Tiga, c'est le roi des îles. C'est pour ça qu'il y a des grands qui sortent d'ici. Ils vont aller faire du bien ailleurs, mais par contre ici, là, chez eux, là, ils font rien, quoi. Et ici, on vit, c'est cool, tranquille. Il y a des endroits qui sont plus dans le besoin. C'est pour ça qu'ils aident d'abord ces endroits-là et puis là, après... Les jeunes de Tiga, contraints à la réussite, peut être une façon de conjurer la fatalité. En effet, la légende raconte que 2 guerriers partis à la recherche de l'eau sont en fait revenus avec des chants et des danses. Du coup, il n'y a jamais eu d'eau douce à Tiga. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes de Tiga sont priés de ne pas suivre l'exemple des 2 guerriers et de privilégier l'utile à l'agréable. Natalo est le seul village de l'île à être entièrement catholique. Lifou est à 90% protestant. Ça, c'est le résultat de la lutte d'influence qui opposa les prêtres français aux pasteurs britanniques. Malgré cette colonisation, les règles qui régissent la société kanak sont toujours très vivaces dans les îles Loyauté. Lifou est une réserve intégrale partagée en 3 districts et 3 grandes chefferies, dont le fonctionnement est bien sûr tout à fait particulier. Jour férié à Lifou, mais pas pour tout le monde. Ici, dans le sud de l'île, hommes, femmes et enfants se livrent à un grand nettoyage. Motif, Evanès Boula, grand chef du Lossi, s'apprête à effectuer la visite de son district, une tradition qui avait disparu depuis 21 ans. Evanès Boula a succédé à son père Henri en 1999. Il est jeune et, contrairement à l'usage, il cumule fonctions coutumières et activités salariales. Pour autant, il n'a rien modifié à la chefferie. Le fonctionnement des lieux répond à un ensemble de codes qui remontent à la nuit des temps et qu'on explique rarement dans les livres. Le premier d'entre eux réglemente la circulation devant l'enceinte. Cette barrière, c'est fait simplement pour les personnes qui ne sont pas sujets du grand chef. Et même des étrangers aussi, pour le savoir, faire savoir qu'il faut passer derrière. S'il peut passer là, il peut passer là, mais à pied. Il ne faut pas passer aventure ici. Et alors, une fois qu'on est à pied, est-ce qu'on peut rentrer dans la chefferie? Non, on ne peut pas rentrer, parce que pour rentrer, il faut passer toujours par le porte-parole. L'interdit porte aussi sur le mur d'enceinte, lui-même confié à la garde d'un clan spécifique. Il ne faut ni le toucher, ni grimper dessus, sous peine de s'attirer les foudres divines. Autre symbole de la chefferie, la grande case. Nous sommes dans l'enceinte du royaume de Lossi, Angadou Wahemunema Evanès. Voilà, vous voyez cette case. C'est la case de tous les sujets de son district, le royaume de Lossi. Et juste un peu la case un peu plus loin, c'est là où il dormait. Et vous employez le terme de roi et de royaume, on peut faire la comparaison avec Wallis? Oui, ce n'est pas une question de faire comparaison, mais vous savez que depuis la colonisation jusqu'à nos jours, dans le district de Lossi, on dit toujours Angadou. Et ça veut dire roi. Voilà. Et les Ameketines, c'est-à-dire qu'on disait petit chef, les Ameketines, ce sont les juges du roi. Mais nous, qui sommes sujets proches du grand chef, nous n'avons pas le droit de dire, voilà, de dire c'est grand chef. Il faut dire Angadou, ça veut dire Majesté le roi. L'Angadou, le roi devenu grand chef pour l'administration française, n'est pas le seul à vivre dans l'enceinte de la chefferie. Quelques familles habitent là aussi. Elles appartiennent au clan initié qui assiste le roi dans sa gestion du district. Les clans considérés comme valets sont eux établis aux alentours.
Jusqu'au raz-de-marée de 1848, la chefferie était située plus bas, au bord de la mer, dans la baie d'Amelewed. C'est là que Fao, un catéchiste rarotongien, avait débarqué et introduit l'évangile à Lifou. Cette dynastie, ici, le royaume de Lessi, a comme base très importante, c'est l'évangile et la coutume. Toutes les logiques qu'on est en train de faire, que ce soit dans la politique ou des associations ou des choses comme ça, dans la vie moderne, mais le sujet, tous les sujets du roi a comme base l'évangile et la coutume. Et maintenant, on est au XXIe siècle. Est-ce que tout ce qui entoure le règlement du royaume va encore survivre? Je pense que ça va continuer. Et je crois que c'est l'un des aspects très importants. Et il faut que toutes les instances de l'État français doivent aider à ce que les coutumiers consolident leur structure. Et je pense que la coutume continue à exister jusqu'à la fin de ce monde. Voilà. Dans toutes les tribus de Lifou, l'habitat traditionnel reste bien sûr la case, une case un peu particulière puisqu'ici, la paille descend jusqu'au sol, ce qui demande d'ailleurs un drôle de boulot quand il faut la changer. Cela a en tout cas apparemment suscité des vocations puisque les deux architectes kanaks de Calédonie sont originaires de Lifou. Le Benjamin vient d'obtenir son diplôme et a décidé de s'installer sur son île natale. Ce poteau, c'est très simple parce que ça fait partie aussi de la case. Et c'est un peu l'élément où tout est centralisé. Donc c'est un peu la force de la case. Alors le fait, c'est qu'au sein de cette tribu, l'élément symbolique, c'est la roussette. Dans l'architecture, pourquoi la case? Quelque part, il y a l'animal aussi, que j'utilise dans ma conception. Ingénieur en génie civil, c'est une rencontre avec un architecte calédonien qui a incité Marcel à changer de voie. À plus de 30 ans, il est reparti avec femme et enfants à Grenoble pour 5 ans d'études. Il a obtenu son diplôme en mars dernier avec ce projet d'extension de la FOL à Nouville, un projet qui porte déjà sa marque. Moi, ma marque, c'est la case, ce qui symbolise pour moi la communauté kanak, qui fait partie de ma référence architecturale, mais il y a aussi les autres communautés. Alors, j'ai utilisé la pirogue pour symboliser, pour représenter la communauté polynésienne, océanienne. Et en ce qui concerne ce projet aussi, j'ai présenté le voilier qui symbolise la communauté européenne, l'immigration pendant la période des bagnards. Donc, en ce qui concerne la conception architecturale, j'ai essayé d'utiliser les 3 éléments, la case, la pirogue et le voilier. En attendant de savoir si ce projet verra le jour, Marcel planche sur d'autres dossiers. Logique avec lui-même, il a installé son cabinet à la tribu, mais inutile de chercher la plaque de cuivre mentionnant son titre « Radio Cocotier suffit ». D'autant qu'il n'y a que 2 architectes kanaks en Calédonie, ce que Marcel conteste avec modestie. Et je pense que nos vieux étaient déjà des architectes avant nous. Et quelque part, c'est que l'architecture, pour moi, c'est avant tout une continuité dans le temps, avec les moyens modernes, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies et puis l'informatique. Continuité ou pas, l'avenir dira si Marcel a vraiment fait sienne la maxime de l'un de ses anciens profs de philo, quand tu construis, tu détruis. Thierry Chibonne, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous réserver ces quelques minutes. Vous apprêtez là tout de suite à prendre l'avion pour Nouméa, pour un stage qui va durer plusieurs mois. Il s'agit de quoi exactement? Du brevet d'État, 1er degré. Donc j'ai commencé le 3 septembre et c'est jusqu'au mois de décembre, quoi. Voilà. Et pour faire quoi là? Là je dois partir en Corée en octobre, là, mais bon. Pour moi c'est préférable d'assurer d'abord la formation pour ma sortie, quoi, après ma carrière. Donc mon objectif c'est de lancer l'histoire dans les 2 autres îles, quoi. C'est-à-dire marais ouvert. Donc c'est pour ça que pour les Jeux du FESPIC en Corée du Sud en octobre, je laisse de côté, je préfère assurer ma formation pour ma fin de carrière, quoi. Voilà, pour préparer l'après-carrière. Voilà. Alors, souvent vous quittez votre île natale pour des longues durées, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous manque le plus de Lifou? Premièrement, c'est la famille, là, c'est sûr, et puis bon, le pays, quoi. C'est surtout ma première compétition en Australie
qui m'a fait psychologiquement un peu. Mais après, par la suite, Angleterre, la France et tout, après Sydney, enfin, j'ai mieux préparé mes compétitions, mes sorties vers l'extérieur. Psychologiquement, c'est vrai, quand on laisse un peu la famille, le pays, c'est vrai qu'on est un peu, psychologiquement un peu isolé. Voilà, isolé, quoi. Voilà. Alors, vous êtes multimédaillé, multi-champion. Vous nous rappelez un petit peu votre palmarès? C'est-à-dire, en 2000, enfin, j'ai eu le minima pour le championnat de France à Lyon. Donc, je suis parti. En arrivant à Lyon, j'ai décroché le minima pour le poids, uniquement le poids. À Lyon, en 2000, voilà. Puis après, au jeu, c'était vraiment la grande surprise, quoi. Hein. 3 médailles d'or, 3 records du monde. Après, par la suite, 2001, Angleterre, c'était pareil, quoi. Puis voilà, quoi. Cette année, au championnat du monde à Villeneuve-d'Ascq. Alors, on vous a même surnommé, je crois, en France, Obélix, non, c'est ça? Obélix, Nounours, ça fait partie de l'ambiance, quoi, je vais dire, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de... D'accord, en tout cas, on doit être très fiers de vous ici à l'IFU, on vous doit vous oui, oui, très, oui. C'est vrai que quand je pars en compétition, j'en profite un peu de parler de la Nouvelle-Calédonie, notamment de l'IFU, quoi. Hein. Donc, c'est vrai que les gens d'ici, ça les fait vraiment très plaisir, quoi. D'accord. Thierry Chibonne, merci beaucoup. On ne vous retient pas plus. Hein, vous allez prendre votre avion. On vous souhaite un beau vol et puis bonne chance. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors si Thierry Chibonne, comme il vient de nous l'expliquer, prépare donc sa reconversion, le problème pour beaucoup de gens ici à l'IFU, c'est déjà de trouver un emploi. Certains font preuve d'initiative en suscitant même des vocations. C'est le cas par exemple de Claire, la doyenne des couturières de l'IFU. Fais de l'autre côté maintenant. Cela fait 13 ans que Claire a installé son atelier de couture ici, à la sortie de Houé. Au départ, l'aventure était loin d'être gagnée. C'était une première dans l'île, passer des petits travaux de couture pour la famille à une entreprise même artisanale. Il a fallu démarcher les banques, acheter la matière première, le tissu et les bobines de fil, et puis se faire connaître. Et pour cela, Claire a décidé d'innover en créant ses propres modèles. Quand un modèle me vient par la tête, je le fais tout de suite. Je crois que c'est un don, je sais pas, peut-être c'est un don, c'est pour ça que quand ça me passe par la tête, je le fais. Et qu'est-ce qui vous vient dans la tête alors? La création, c'est-à-dire que c'est une image qui me passe. Par là, c'est pas, je dessine pas, je ne sais pas dessiner. C'est comme ça, c'est une image qui m'apparaît et puis pour moi, quand ce modèle m'apparaît devant moi, je le fais tout de suite pour pouvoir ne pas oublier ce que je vois, quoi, dans mon imagination. Alors vous faites évoluer un peu la robe mission, hein? Oui. Celle-là, c'est avec la veste. La robe, même la veste, qu'on peut enlever. Vous voyez, derrière, j'ai rajouté un nœud papillon sur la veste, mais de la couleur du tissu, pour pouvoir avoir ensemble, quoi, comme celle que je porte aussi. La grande fierté de Claire, c'est d'avoir habillé Miss Calédonie pour un concours international au Japon. La robe mission traditionnelle suit la mode et se modernise. Apparemment, à l'IFU, l'idée séduit. Rien que cette année, Claire a créé 7 robes de mariée et a des commandes, pas simplement sur l'île. Même de Nouméa, un téléphone pour faire des commandes. Il y a des touristes aussi ou pas? Si, quelques. Mais comme ils ne connaissent pas tellement aussi, parce qu'ils arrivent et repartent, il y a quelques touristes aussi qui viennent faire un tour, regarder. Claire continue à développer son affaire et a même créé des emplois, un contrat formation et une stagiaire pour assurer les grosses commandes. Et puis Claire, la styliste, a fait des émules. Depuis 13 ans, 6 autres couturières se sont installées à l'IFU. Et chaque semaine, Claire transmet sa passion et son savoir-faire en donnant des cours de couture. C'est ici, à la tribu de Mou, que vers les années 1850, les missionnaires britanniques débarquent avec sous le bras l'Évangile et de la vanille. À l'époque, la vanille est même présentée comme une plante biblique, ayant besoin d'un mariage pour donner une fleur. L'Église combattait alors la polygamie. La culture de la vanille est restée dans les traditions à l'IFU et devient même aujourd'hui un produit touristique. Et ces fleurs qui sont dessus, ça y est, sont pollinisées? Celle-là, c'est bon. Oui.
Comme tous les matins, Rapo Bollet et son fils Fabrice font un tour d'inspection de leur vanilleraie. La vanille est une orchidée fragile et difficile. Sa particularité, c'est qu'elle a besoin de l'intervention de l'homme pour devenir fertile. C'est le principe de la pollinisation découvert par Albius, un Réunionnais, en 1820, ce que l'on appelle plus couramment faire un mariage. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis obligé de marier les deux cycles, c'est-à-dire le mâle qui est au-dessus, celui qui est là, et la femelle qui est enfermée. Donc, mon travail, c'est de simplement lever la femelle qui est à plat, comme ça, et appuyer le mâle sur la femelle. Maintenant, il faut qu'on attende 9 mois pour qu'elle soit mature. C'est-à-dire c'est exactement comme un enfant. J'étais à la paroisse de Mou et j'ai vu des vieux qui ont toujours travaillé depuis 1852, de père en fils. Ils ont perpétué la culture de la vanille et j'ai vu que par exemple ce vieux, il me donnait, lui, j'étais à la paroisse, chez Passeur, il me donnait 20, 30, 40 000 francs. Des fois après le travail, et je lui dis non mais tu es vieux, tu n'as rien et tu donnes. Il a dit c'est le fruit de notre travail. Et après quand on est revenu à la tribu, je me suis dit que c'est vraiment, il y a un filon d'or qui est quelque part là et qu'il faut la développer. Même si certains déjà cultivent la vanille dans l'île. Entre octobre et novembre, c'est le gros du travail. C'est à cette époque qu'on atteint le maximum de floraison. Il faut marier chaque jour plus de 6000 fleurs. L'exploitation de la famille Bollet est toute récente. En 8 ans, elle est devenue la plus importante de l'île. Avec 2000 pieds, elle produit chaque année 700 kg de gousses de vanille. Dans le district de Wetch, où la plantation est installée, 69 autres planteurs travaillent la vanille. Mais la production globale sur l'année ne dépasse pas la tonne. Et pourtant, la demande existe. Fait 5 kilos là il y a 3 jours et le gars il veut, d'après les marchés qu'il nous a demandé, 200 kilos quand même par trimestre. Donc 3 fois 200 kilos, je pense qu'on n'est pas capable encore sur l'IFU de les fournir. Par contre s'il faut 100 kilos, peut-être que c'est possible, hein. Même 10, 15 kilos. Mais pour l'instant, on parle déjà d'exportation. Et j'espère que l'année prochaine, on va exporter. Alors encore faut-il que tout le monde s'y mette, quoi. Aujourd'hui, ce sont les touristes de passage qui sont les principaux acheteurs. La petite exploitation familiale a donc décidé d'allier la production agricole à un produit touristique. On s'est installé ici, on se dit, on va faire de la vanille. Mais en même temps, la vanille, il y a aussi le tourisme. Donc on fait tourner table d'hôte. Donc ça nous permet en même temps de vendre nos produits. Depuis 2 ans, tous les membres de la famille Bollet se relaient toute la semaine pour faire visiter la vanilleraie. Ce jour-là, à des touristes australiens qui repartiront sans doute avec dans leur bagage quelques gousses de la vanille de l'IFU. Bonne visite, hein. Avant de nous quitter, profitons à un moment du savoir des anciens réunis au sein de l'association des personnes âgées de Djéou. Leur objectif, c'est de maintenir les traditions, notamment en ce qui concerne toutes les techniques de pêche et de chasse. Exemple avec ce mets de choix qu'on ne consomme pourtant plus que très rarement à l'IFU. Là, c'est pas parti pour attraper le rat. C'est le parti, là, il faut que je mets comme ça, là. Vous voyez? Et puis, tout à l'heure, quand tu vas venir pour manger, il va être ici. Sino ne fait pas ça tous les jours, mais à chaque occasion, il prend un réel plaisir à surprendre ses interlocuteurs en leur dévoilant les 1001 secrets du piège à rats. Parce que, comme ça paraît simple, mais cette souricière est un véritable mécano végétal. Première condition, ne pas être allergique au coco, car il va falloir en mâcher, en recracher, parce que le coco, c'est ça qui fait craquer le rat des champs. Comme à Nouméa, les rats qui traînent partout là, à la ville, même chez nous, là, même dans les maisons, on ne mange pas ça. On ne mange pas les rats qui traînent pas comme ça. Mais on mange les rats seulement au chat. Parce que les rats, là, ils viennent ici seulement pour manger les patates, les maniocs.
La chasse aux rats se fait en plusieurs étapes. Les redoutables pièges aux senteurs de coco ont été posés en fin d'après-midi. Ils sont censés avoir séduit les petits mammifères gourmands à l'heure du dîner. Et de fait, de retour dans la zone piégée, les chasseurs sont les premiers surpris, car le butin est excellent. Voilà, tu vois bien. Voilà là. Voilà. On attend pas qu'on l'ait. On attend pas qu'on l'autre. Dans l'autre pièce. Voilà là. Regarde. Regarde ça. Regarde. Regarde. C'est un morceau, hein. Regarde. Regarde. Et pour ceux qui n'auraient pas tout compris, démonstration. Et voilà, il rentre comme ça. Quand tu le viens, ça y est. Il rentre pour comme ça. manger le bout de coco. Il bouge les... Quand il a bougé, puis ça y est, ça saute. Voilà. C'est bon à manger. C'est un goût de... Eh bien, comme la viande. Dans le temps, nos papas, il n'y a pas la viande pour manger. Il n'y a que ça. On a mangé les rats, les oiseaux, même les serpents. Et comme si tous ces souvenirs le mettaient en appétit, Sino recommence à vaporiser le coco censé attirer d'autres rats. Sino reviendra plus tard. En attendant, c'est l'heure d'un petit encas. Une fois pelé et viscéré, le rat se cuit à l'étouffée, comme un bougna. Pour 2 bougnats, comptez une vingtaine de rats. Ah oui. Quand il n'y a pas... C'est bien sucré. Et bon appétit si vous n'êtes pas encore sorti de table. En Commune vous donne rendez-vous la prochaine fois sur la Grande Terre. Quant à moi, eh bien c'est ici que s'arrête cette série. J'ai été très heureux pendant ces 2 ans de découvrir avec vous la Nouvelle-Calédonie et je vous dis peut-être à bientôt. En tout cas, eh bien pour l'instant, je vous laisse avec quelques dernières belles images de Lifou sur la musique du groupe Bessela, fin connu dans les années 70, mais toujours d'actualité. Bonsoir à tous. Eu dizia.